Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis sincèrement ravi d'être parmi vous. Je voudrais aussi remercier les organisateurs d'organiser un événement comme tel à Saint-Malo en plus et je pense que c'est important. Donc effectivement, moi je suis Jérôme Trardy, je suis conseiller régional, je suis délégué auprès du président de région Loïc Chenet-Girard sur les questions autour du numérique, de la cybersécurité des données et également de la carte Corrigo pour ceux qui habitent en Bretagne. Je suis également entrepreneur, donc je suis issu de la société civile et donc j'ai cette double casquette qui me permet d'avoir un regard parfois particulier sur l'engagement politique. Le sujet de la souveraineté est un vaste sujet qui peut parfois donner un peu le vertige, en tout cas qui, moi personnellement, me donne ce sentiment-là en tant que politique. Et quand j'ai travaillé un peu à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit qu'il était intéressant de partager avec vous le point de vue politique de comment on aborde ce sujet de la souveraineté. Alors effectivement, on a vu le ministre Barrot qui est très volontariste et qui déroule une liste d'actions, mais je trouve que c'est important de vous faire comprendre un petit peu comment nous on aborde ça, et donc sûrement je vais apporter plus de questions que de réponses à mon propos, mais je pense que c'est un peu le but et pour alimenter vos travaux. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est la définition. Parce que la souveraineté, je trouve que c'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on utilise un peu de façon prégnante actuellement. Et avec le président de région, quand on se pose la question de la souveraineté, nous, on aime à dire que c'est la liberté de choix. C'est-à-dire, c'est la liberté des citoyens de choisir. C'est-à-dire que le numérique doit être une source d'émancipation et pas une source de contrainte. Et on voit bien derrière se dessiner tout l'enjeu des grandes plateformes qui mettent leurs utilisateurs dans des tunnels et qui les enferment un petit peu dans des boucles informationnelles, qui les enferment dans des usages. Et donc, notre perception, c'est justement de pouvoir aller en contre-courant de ça et de retravailler et d'essayer de voir quelle liberté on peut apporter aux citoyennes et citoyens. Une chose qui est importante aussi, c'est que il y a la notion aussi derrière d'indépendance. Alors, personnellement, quand je pense qu'on parle de numérique et quelque chose qui est intimement interconnecté, je pense qu'il est compliqué de parler d'indépendance. Est-ce qu'on peut véritablement être indépendant de A à Z quand on utilise le numérique? J'ai malheureusement la conviction que non. Et donc, c'est-à-dire que c'est important de se dire que quand on travaille cette souveraineté, cette liberté, il faut prendre en compte qu'on est interconnecté. On ne peut pas s'isoler quand on est sur cet usage du numérique. Et donc cette notion de liberté de choix est à mes yeux plus que jamais nécessaire au regard de ce qui nous arrive aujourd'hui. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est quelques éléments de contexte, je pense aussi pour replacer un peu ce débat. C'est déjà de dire qu'on est en train de vivre une transition technologique comme rarement on a vu dans l'histoire de l'humanité, très clairement. Et on le voit bien de par son accélération et ce qu'elle le remet en cause. Je prendrai un seul exemple, c'est l'exemple de l'intelligence artificielle qui en quelques mois vient complètement, rentrer en collision avec toutes nos convictions, notre façon de faire il y a encore 1 ou 2 ans, et on voit bien que ça va très vite. Donc d'un côté, il y a ces inquiétudes, mais de l'autre côté, c'est aussi enthousiasmant de pouvoir vivre ce moment-là. La deuxième chose, et je reprendrai les mots de Cédrico, qui est l'ancien secrétaire, qui était ancien ministre du numérique. J'ai lu une interview hier, justement, en préparant mon propos, et je trouve qu'il avait eu un mot qui était extrêmement intéressant. Il dit « Le logiciel va continuer à dévorer le monde ». Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien qu'on a ces réflexions-là sur cette forme de souveraineté, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cette énorme machine qui est en train d'arriver. Et donc, en tant que politique, il y a cette question toujours de se dire, on voit bien ce rouleau compresseur qui arrive et malgré tout, ces enjeux de souveraineté. Et donc, à mes yeux, la technologie est éminemment politique. C'est d'ailleurs pourquoi ma présence aujourd'hui, et je remercie encore cette invitation, parce que je pense que tous ces sujets-là sont très politiques avant d'être techniques, parce que c'est des choix très politiques et qui touchent aux citoyens. Et on voit bien qu'en plus de ça, le numérique est un outil de soft power des grandes autres nations pour justement pouvoir influer sur ce qui se passe en Europe. Le troisième point,
c'est vous partager avec vous une ligne de crête qui est extrêmement difficile à trouver quand on est politique et qu'on doit prendre des décisions. Je vais vous prendre quelques exemples juste pour vous donner à réfléchir un petit peu quand on est dans ma position, dans une collectivité comme la région Bretagne qui compte 4000 agents. 4000 agents. Première chose, M365. On va déployer Microsoft 365. Parce qu'il n'y a pas, parce que les équipes nous disent il n'y a pas d'équivalent, on a besoin de mettre Teams, on a besoin de fluidifier le travail, donc se posent les questions du stockage des données, donc il y a tout ce travail-là qui est en train d'être mis en place. Deuxième sujet, TikTok. Est-ce qu'en tant que politique, en tant qu'élu, on doit utiliser ou pas TikTok? Là, j'ai une réunion de travail justement avec mes collègues et le président pour se dire est-ce qu'on doit être sur ces réseaux-là? Personnellement, je trouve qu'il pourrait être intéressant à un moment de ne pas aller sur tout aussi pour donner un signal fort. Mais mes collègues me disent ça parle à la jeunesse, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, typiquement, encore un sujet que je vous pose, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la vérité, mais en tout cas que je vous pose ici. L'autre point aussi, c'est quand on vient me proposer énormément de solutions qui se disent souveraines. Et donc, c'est des dizaines et des dizaines. Et quand je vais en refuser une ou deux, eh ben, on va changer parce qu'on va nous dire qu'on n'est pas souverain, on n'a pas cette attention-là. Les exemples, je pourrais continuer, mais c'est juste pour vous dire que parfois, des décisions qui peuvent être prises au niveau politique qui ne peuvent pas forcément être comprises, c'est parce que cette ligne de crête, elle est difficile à trouver entre une certaine forme d'idéal politique et une réalité opérationnelle qu'on doit aussi trouver, et on doit trouver ça. Et je dois vous avouer, parfois, ma grande difficulté à avancer là-dessus. Le quatrième point que je voulais partager avec vous, ça c'est suite à un échange que j'ai eu avec Google France, je suis allé voir à Paris avec le président la semaine dernière sur la régulation. On pourrait se dire qu'il faut réguler. D'ailleurs, le ministre en a parlé, tout ce qui est en train de se passer au niveau européen, les grandes régulations, et on se dit qu'en régulant, d'ailleurs les lois sont faites pour ça, pour protéger les plus faibles, en régulant, on trouve la solution magique pour travailler à la souveraineté. Deux choses par rapport à ça, pour alimenter la réflexion là-dessus. La première chose, c'est que vous avez entendu le ministre parler du Secnum Cloud, donc qui est ce label pour tout ce qui est le cloud. Je crois qu'il y a la version 2.3. Actuellement, personne n'est capable de pouvoir obtenir ce label-là. Le 2.1 ou 2.2, c'est bon, mais le 2.3, personne. Même pas des entreprises qui sont européennes ou nationales. Donc ça pose quand même la question, on pose des labels, mais personne ne peut y répondre. Deuxième chose, Google, avec une certaine forme de lucidité, de cynisme aussi à un moment, me disait, mais vous savez, plus vous légiférez, nous on est très contents, parce que de toute façon, ça nous permet de pouvoir y répondre et de nous intégrer dans les choses. Donc, il expliquait qu'à un moment, ça pénalisait plus les solutions souveraines que ça a aidé les solutions qu'on souhaite par ailleurs combattre. Donc voilà, je trouve que c'est un débat assez intéressant parce qu'on pourrait avoir tout de suite l'envie d'aller sur la régulation à tout va. Et en dernier point, avant de laisser, parce que je pense que j'explose complètement les timings et je vous prie de m'en excuser, j'ai quand même quelques convictions, pas que des questions, que je voulais partager avec vous. La première chose, c'est que, est-ce qu'il ne faut pas parfois accepter de perdre des batailles pour gagner les prochaines ? Est-ce que parfois, il ne faut pas se dire, je suis provocateur et je vous prie de m'en excuser, sur le cloud, est-ce que véritablement on va être capable de pouvoir avoir une solution cloud efficace, pertinente, qui puisse rivaliser avec AWS, qui puisse rivaliser avec Microsoft au niveau européen? Et est-ce que la prochaine bataille qu'il ne faut pas plutôt avoir, c'est le quantique ou d'autres choses? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une vraie question qu'on doit se poser. Et j'ai l'intime conviction qu'on doit aussi, au lieu d'être en réaction, d'être en projection et d'aller accepter, d'aller gagner ces nouvelles batailles. Ma deuxième conviction, c'est l'Europe. Je suis un Européen convaincu. Il y a beaucoup de défauts, mais moi qui aime bien l'histoire, je me rends compte que nous a fait quand même gagner l'Europe, c'est-à-dire la paix. Et je suis intimement convaincu que c'est l'échelon qui est nécessaire. Donc on doit réfléchir et discuter au niveau européen. D'où l'importance de toutes ces lois qui se tissent au niveau européen. Je ne suis pas contre la régulation, attention, ne me méprenez pas. Mais en tout cas, je trouve intéressant ce qui se joue au niveau européen. Et je suis
intimement convaincu que c'est à ce niveau-là qu'on pourra justement jouer notre carte. Et on voit bien que l'Europe reprend de la vigueur quand on regarde les levées de fonds, quand on revoit tout ce qui s'y passe. Le troisième point, ma conviction, c'est la formation scientifique. Là, on est plutôt sur les sciences, sur la techno. Quand on est conseiller régional, on siège au CA de lycée. Je suis ingénieur de formation et j'ai été marqué de voir à quel point les formations scientifiques sont un peu délaissées pour les formations sciences sociales. J'ai rien contre. D'ailleurs, quand j'ai eu ce propos-là, l'opposition m'a un petit peu alpagué en disant que j'étais opposé aux sciences sociales. Pas du tout. Il faut tout pour faire un monde. Mais je suis intimement convaincu qu'il faut absolument redonner. Moi, quand j'ai 47 ans, quand j'ai été ingénieur, il y avait une sorte d'envie d'aller vers les métiers de l'ingénieur. Là, c'est un peu délaissé. Je pense que là-dessus, il faut qu'on travaille là-dessus, aussi avec la notion d'égalité femmes-hommes. Je pense que c'est crucial, mais si on forme nos jeunes, derrière, on pourra travailler aussi à ça. Le quatrième conviction, c'est que il faut que la puissance publique redevienne une puissance publique stratège. Et je pourrais prendre un parallèle avec la filière nucléaire qui a été créée sous De Gaulle, avec une vraie vision à long terme, tout ça. Je suis intimement convaincu que le pouvoir politique est un peu embarqué dans une course au court ou moyen terme pour pouvoir émerger. Et je pense que, et ça se joue au niveau de l'État, c'est pas moi modestement à mon niveau que je peux où j'ai vraiment les manettes, mais en tout cas je pense que la puissance publique doit redevenir stratège et avoir une vision à très long terme de la filière techno et donc de cette capacité à pouvoir embarquer ce sujet de souveraineté et de dépasser le simple cadre des mandats qui se succèdent, mais d'avoir cette vision à 10, 20, 30 ou 40 ans et d'avoir le temps long. Je vous remercie. Et le cinquième et dernière conviction que j'ai, c'est, on parlait de cyber tout à l'heure, effectivement, dès qu'il y a numérique, il y a risque cyber. Et donc nous, au sein du Conseil régional de Bretagne, on a une action très forte sur la cyber, c'est dans ma délégation. Et donc j'ai l'intime conviction également qu'on doit travailler une cyber populaire, faire prendre conscience de cette hygiène numérique, de la compréhension des enjeux du numérique, autour du numérique responsable, de l'impact du numérique, de ce que c'est que de se donner des données, de se responsabiliser par rapport à ça. Et ça, là, pour le coup, on a un rôle, nous élus, de donner cette parole politique et de travailler à ce que j'appelle cette hygiène populaire. Et je pense que aussi cette prise de conscience, cette protection, cette compréhension de ce que l'usage du numérique importe, aidera aussi à collectivement embarquer là-dessus. Donc voilà, mon point de conclusion que je voulais partager avec vous, c'est que je pense qu'on vit un moment qui n'est pas simple dans la société, où la peur nous entoure et peut être nocive pour nous aider à trouver le bon chemin, parce qu'on a la crainte, et notamment quand on parle de souveraineté, on la voit que sous un aspect très négatif dans le sens de réaction contre. Et on voit bien que c'est très différent par rapport aux grandes nations comme la Chine ou encore les États-Unis. Et je trouve qu'on est parfois trop gouverné par la peur. Et donc pour terminer mon propos, je vous partagerai le propos de Roosevelt, qui je trouve qui est vraiment très, très parlant. C'est qu'il disait « La seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur elle-même ». Et je pense que dans nos réflexions, on doit garder ça en tête. Voilà, merci à toutes et à tous.